Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler avec Kulsoum Libou de nouveau. On va parler de livres avec Alain Bled, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Alain Bled. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. D'accord. On va tout de suite montrer le sujet, Madagascar Project. Alain Bled, c'est... Alors, Madagascar Project, c'est un projet justement qui est né il y a 5 ans. J'ai pris le temps de l'écrire, de me documenter. J'avais été fasciné sur Internet par hasard. J'étais tombé sur ce projet des Allemands, mais même avant des Français et des Polonais, d'émigrer tous les Juifs d'Europe vers les colonies françaises pour s'en débarrasser en quelque sorte, puisqu'il y avait trop d'immigration, juive ou autre. Et alors, le projet ne s'est pas fait, mais je raconte comment ça a failli se faire avant de passer à une uchronie, c'est-à-dire changer l'histoire. Et j'imagine qu'en juin 40, le 18 juin 40, eh bien, Hitler fait la paix avec les Anglais, ne rompt pas le traité avec Staline, et qu'il se contente de sa grande Allemagne reconstituée avec des pays voisins. Donc, à partir de là, il peut mettre en place le projet Madagascar qui consistait à se débarrasser de toutes les sous-hommes, comme il les appelait, qu'ils soient juifs, tziganes, homosexuels et autres. Alors ça se fait, et je raconte dans quelles circonstances ce qui aurait pu advenir de l'histoire, la grande histoire, si ça s'était fait. Alors au départ, c'est pas une uchronie, je prends les faits réels jusqu'en 1940 pour expliquer un petit peu donc le contexte historique dans lequel ça s'est passé. Voilà, donc ça a une consonance maintenant encore plus actuelle parce qu'on parle beaucoup de guerre, d'immigration. Et j'ai essayé de décrire tout ça. Donc là, sur la couverture c'est Fabrice Urbatraud. Fabrice Urbatraud. C'est un des meilleurs dessinateurs, il faut le dire, de bande dessinée à La Réunion. Oui. Et on est content que l'Éclipse du Temps, Arnaud Jacoul, l'ait choisi pour réaliser la couverture. Alors j'avais eu l'idée de cette carte de Madagascar disloqué par une croix gammée, et puis je me suis dit il faudrait peut-être mettre 2 personnages, mais moi j'aurais été incapable de dessiner ça, donc il a très bien vu le truc, il a pris 2 personnages qui sont typiques de l'histoire, oui. Parce qu'il y a 2 romances on peut dire dans l'histoire, hein. Oui. Tu sais, je suis pas trop amateur de romances, mais il faut bien un petit peu... Celle de Helmut et d'Yvonne. Et puis après... Alors, et ça met en scène donc un officier allemand qui tombe amoureux d'une jeune femme juive, et puis également, dans l'autre sens, d'un immigré polonais qui tombe amoureux d'une petite malgache, donc Mérina, qui est dans son camp. Le conquérant est conquis. Pardon? Le conquérant est conquis. Le conquérant est conquis. Le concurrent? Le conquérant est conquis. Ah, le conquérant est conquis. D'accord. Oui, absolument. Et puis, ça montre qu'il n'y a pas seulement un clivage, les bons, les méchants, hein. D'abord qu'il y a des bons et des méchants dans toutes les ethnies, dans toutes les races, dans tous les pays. Et puis que finalement, par exemple, le personnage de l'Allemand, qui tombe amoureux de la petite Française juive, il est pas méchant, lui, et il dit à à son amoureuse, la guerre c'est dur, moi j'avais pas envie de la faire, hein, j'ai été obligé. Et puis voilà, donc le roman se bâtit autour d'un roman d'aventure, en même temps il y a des intrigues dedans, amoureuses et autres. Oui, et d'ailleurs on retrouve un peu votre écriture un peu style enquête des 40 rue des 40 euros. Rue des 40 euros. On retrouve un petit peu cette manière d'écrire là quand vous parlez de ce camp quand ils arrivent, hein, leur première installation à Madagascar. Ils arrivent près de Tananarive, hein, voilà. C'est ça. Dans cette banlieue-là, vous les faites arriver et vous racontez donc c'est une province qui a été jugée viable si on mettait des dizaines de milliers, voire 1 million d'immigrants juifs dedans. Et alors évidemment, il se pose les problèmes dès le départ. Que vont penser les colons qui sont déjà là-bas, les colons français, et effectivement, il y a tout de suite une xénophobie qui s'installe. Oui, on va nous envoyer tous ces juifs, déjà, ils avaient mauvaise réputation, y compris jusqu'à Madagascar, les colons français sont pas contents, et puis, il y a toutes ces querelles, donc, également, au sein même de l'Allemagne, entre Hitler et ses généraux, et puisque je mets en scène tous ces personnages-là. Alors, j'avais fait la photocopie, d'ailleurs, des têtes des nazis,
pour pouvoir écrire en même temps que je les regardais. C'était très inspirant, parce que ça fout la trouille. À la fin, vous mettez, sur une page, on a les personnages qui ont vraiment existé et ceux que vous avez rajoutés comme fictifs à l'intérieur. Voilà, parce qu'il faut bien faire la différence entre le côté historique. C'est un roman historique sur le premier tiers du bouquin, et puis ensuite ça devient une uchronie, c'est-à-dire que je change l'histoire totalement. Oui. Mais les personnages sont quelquefois réels, quelquefois imaginés. Même si le personnage, par exemple, du gros colon, disons Costini, a réellement existé. Je me suis inspiré, et je le mets à la fin du livre dans les références de bibliographie, je me suis inspiré d'un personnage qui a réellement existé, dont le frère était à Paris et faisait partie de la milice, et qui lui-même était un gouverneur de province, mais très autoritaire, se méfiant de tout le monde, complètement paranoïaque. Et donc c'est ce personnage-là qui m'a inspiré, qui peut paraître outrancier, mais qui est il a vraiment existé, même si je change un peu le nom. Oui, parce que alors vous n'allez pas de même morte avec lui, hein. Vous dites que voilà, il aime aller dénoncer les gens, il aime traiter les gens de traîtrise, il invente, il ment, même à des moments, il va voir les chefs, et même jusqu'à aller voir les chefs allemands, parce qu'il y avait il y a deux grandes puissances qui est en présence à Mada. Les vrais chefs, c'est les Allemands, mais il laisse les Français diriger toujours les colons. Et qui va jusqu'à voir les Allemands pour aller leur dire. Ah ouais, ça me fait penser au personnage de Gérard Jugnot dans Papy fait de la résistance. Oui, c'est un peu ça. Ouais, il y a ce côté. Alors, il y a ce côté, justement, je disais les bons et les méchants, également chez les Allemands, par rapport aux Français, qui considèrent les Français comme une race inférieure par rapport aux Aryens. Il y a donc les Juifs qui sont un peu victimes d'ailleurs de tout le monde là-dedans. Et puis, il y a les Malgaches également qui eux-mêmes pratiquent une certaine forme de ségrégation sociale, puisqu'on sait que les Mérinas étaient quand même, par rapport aux côtiers, mieux considérés, aussi bien des Français que dans leur hiérarchie à eux. Donc on voit qu'il n'y a pas seulement les Allemands qui considèrent les autres avec mépris, mais que ça se passe dans toutes alors justement, la colonie française, là aussi j'égratigne pas mal les bienfaits de la colonisation, parce que la loi de l'indigénat, finalement, c'était pas tellement mieux que l'esclavage. Et ça, c'est un truc qui m'étonne toujours, c'est qu'à La Réunion, il y a énormément de livres sur l'esclavage, mais il y en a très peu qui se passent dans les années 30, 40. Il y a peu de choses en fait sur la colonisation, comme si c'était encore trop près et que les gens hésitaient à en parler. Oui, parce que vous ironisez bien aussi sur au moment où vous êtes en train de parler de la première Exode, et vous dites que les Vasas sont peut-être la 19e ethnie. Voilà. Et ensuite vous les déclinez comme ça. C'est un passage qui est bien ironique et que j'ai bien aimé. Ouais. De toute façon, Zanathan, c'est un petit peu ça aussi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que son père était malgache, c'est une métropolitaine, et elle me dit, moi je suis Zanathan. Donc c'est pour ça que quelque part, Alain Bled a peut-être raison. Alors il y avait aussi des points communs, historiquement, ça n'a rien à voir peut-être, mais on note des points communs dans la culture malgache et dans la culture juive. Et puis on parle beaucoup dans la Bible de ces tribus qui ont été dispersées en Afrique, peut-être jusqu'à Madagascar. Alors tout ça, ça a pu rapprocher également les deux peuples qui ont été l'un exploité par l'homme blanc français et l'autre menacé de mort par l'homme allemand. Alors si on se réfère à l'histoire, les Français arrivent à Madagascar à la mi-XVIe siècle. Alors ils étaient là depuis longtemps, comme beaucoup d'autres pays d'Occident, mais ils ont vraiment envahi Madagascar avec Gallieni. Donc là, ils ont émigré la reine. Il y a plusieurs livres qui ont été faits, dans le dernier donc de Monsieur Legros, qui a fait un beau petit livre, un beau petit livre sur l'histoire de la reine de Madagascar, la dernière reine à la fin du 19e siècle, qui a été exilée en partie à La Réunion et également donc en métropole. Alors ça aussi, j'en parle, j'y fais allusion aussi dans le livre. Et cette reine a été virée comme une malpropre, alors que finalement, elle aurait pu réunir peut-être aussi bien français que malgache. Dans un livre sur Jean-Bernard Rousseau, le père Scubillon, et lorsque arrivent des missionnaires justement à Madagascar, la reine, à ce moment-là,
les remet dans un bateau et ils le refont. Non, mais il voulait quand et les même renvoie il y a des choses à la Réunion. Sur Gallieni aussi, j'en reviens parce que je fais parler un peu des colons qui racontent un petit peu cette histoire-là. Et il faut savoir que Gallieni, il avait pris comme prétexte pour envahir Madagascar que finalement les Malgaches, les ignobles Mérinas, exploitaient les autres, les côtiers, et puis finalement, il y avait encore une forme d'esclavage qui se pratiquait à Madagascar entre les Malgaches eux-mêmes. Et il a dit, moi, je vais supprimer l'esclavage. Résultat, il a laissé les rois malgaches continuer à pratiquer l'esclavage, qui était d'ailleurs, paraît-il, un esclavage relativement soft, et puis il a quand même mis en place la loi de l'indigénat, qui était quasiment exactement la même chose que l'esclavage qu'on a connu avant 1848. Donc c'est... Et ça, évidemment, c'est dénié souvent par des... J'ai lu plusieurs livres sur certains écrits par des colons, d'anciens colons, comme Madagascar du temps de l'île heureuse. Bon, rien que le titre, ça en dit long. Ça veut dire, j'ai la nostalgie de mon pays. Eh ben non, voilà. Et il y en a d'autres, par contre, écrits par des Malgaches qui racontent les émeutes de 47 et tout ça. Donc, l'histoire des sorciers qu'on jetait d'un avion pour les jeter sur un village pour faire peur aux gens. Pour qu'ils ne renient pas la France. Ça aussi, alors il y en a qui disent non, c'est pas vrai, c'est une légende. J'étais impressionné par les références bibliographiques à la fin. Parce que voilà, il y a 2 pages quand même de références. Ça veut dire que jusqu'alors, parce que le dernier, je crois, date de 2010, on écrit encore sur Madagascar et il y a des écrits qui sortent sur... On écrit, On écrit, mais ça c'est relativement ancien déjà ce que j'ai pris comme référence. Il n'y a pas eu vraiment, je dis, la colonisation n'a pas été beaucoup évoquée, sauf sur Internet. Là j'ai trouvé, effectivement, en particulier Eric Génin, il y a quelqu'un qui avait écrit sur les Juifs et sur Madagascar, mais il y a de quoi... C'est là-dessus d'ailleurs, ça m'a tellement passionné que j'ai fait le bouquin à partir de ça au départ. D'accord. Parce que j'ai dit, c'est un vrai feuilleton, c'est incroyable. Et le personnage du pasteur aussi. Il y a un pasteur et donc lui aussi, la position, comme disait Gismi tout à l'heure, de la religion à l'intérieur, c'est alors là vous y allez aussi ironiquement en disant que oui, il faut respecter ceux qui sont là, mais on va leur emmener quand même autre chose, on va leur apprendre autre chose. Ce qui a permis à la religion chrétienne de s'imposer, c'est que Madagascar n'avait pas une religion, j'allais dire, bien déterminée, bien construite, pour empêcher. Chacun avait plus ou moins ses traditions. Et on voit que quand ils arrivent, c'est plus facile pour les missionnaires de s'imposer, parce qu'en face, il n'y avait pas une religion construite. Oui, il y avait plusieurs traditions. Traditionnelles. Après, il y a quand même le respect des morts. D'ailleurs, vous en parlez au moment où la reine, elle se fait exiler. Le respect des morts est quelque chose quand même qui... Gallieni a méprisé totalement cet aspect-là. Il a fait déménager la tombe de la famille de la reine, alors que vraiment ça se fait pas, quoi. Le colonisateur voulait vraiment insulter la mémoire des Malgaches. De toute façon, il faut briser. Quand on colonise, quand on essaye de faire soumettre un peuple, il faut briser son mental. Il faut taper là où ça fait mal. Et généralement, c'est dans les traditions. Et on touche aux morts, on touche aux ancêtres. Alors ça aurait pu entraîner une révolte, en fait, des Malgaches. Mais au départ... j'ai noté aussi dans mes lectures qu'au départ, les premiers colons qui sont arrivés à Madagascar, au début du XXe siècle, souvent ils prenaient des épouses malgaches. Et puis après, malheureusement, on peut dire, ils sont venus avec leurs femmes. Les colons suivants sont venus avec leurs épouses, qui s'ennuyaient d'ailleurs à mourir bien souvent à Madagascar, et qui traitaient également les indigènes pire encore que leurs maris. C'était terrible. Et alors je me dis quelquefois que y a des accointances avec d'autres colonies ou départements que la France a perdus, comme l'Algérie. S'il y avait eu plus de mélange, peut-être que finalement ça n'aurait pas fini comme ça a fini. Ouais. Et à Madagascar aussi, la révolte de 47, franchement... L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ça aurait été difficile. Ils étaient musulmans. Oui, il y avait ce côté-là aussi. Mais il pouvait quand même y avoir une réunion, en quelque sorte, des gens. Peut-être. Il y a aussi un point que vous soulevez dans votre roman, c'est l'instituteur. Donc l'instituteur, et à un moment, vous dites que on a maintenu ce peuple dans l'ignorance. En fait, on ne voulait pas qu'il soit instruit. On sortait qu'un petit nombre. On faisait exprès
J'ai cru comprendre ça, de retenir le savoir, quelque chose comme ça. On va donner des places, disons, de garde-chiourme à un malgache pour qu'il surveille ses propres compatriotes, mais on va pas aller jusqu'à lui donner des postes de gouverneur importants, ce genre de choses. C'est comme les capots du temps des nazis, c'est pareil. Bon, allez, on met finalement un genre des gens quelquefois qui se laissent acheter, corrompre, et qui sont de la même origine. C'est vicieux, mais c'est comme ça malheureusement depuis toujours. Hein. C'est l'histoire de l'homme, de l'humanité. Oui, puis on y voit quelques rebelles aussi. De toute façon, les traîtres ont toujours été nécessaires au plus fort, parce que ça leur permettait de gagner les batailles, de gagner les combats et d'avancer. Quelle bataille n'a pas été gagnée avec des traîtres. Même la dernière guerre d'Irak, c'est parce que les pays adverses ont infiltré la garde du président de l'époque. Non, on retrouve tout. C'est pour ça que c'est un livre qui reste d'actualité, puisque on retrouve exactement les mêmes caractères qu'on peut noter maintenant dans notre vie, dans ce qui se passe en Europe actuellement, les problèmes d'immigration qui sont mis en avant par certains hommes politiques qui se présentent au présidentiel, mais c'est terrible. Et à l'époque, c'était encore pire. C'était axé sur les juifs. Maintenant, c'est sur les musulmans. Mais à l'époque, c'était sur les juifs. Parce qu'ils accaparaient toutes les richesses, soi-disant, alors que non. Et malheureusement, qui c'est qui paye à la fin? Ce sont toujours les plus démunis. Hein, quelqu'un qui a les moyens de s'en sortir, un colon riche, il a pu s'en aller avant que ça pète à Madagascar ou en Algérie. Oui. Un petit colon pauvre, lui qui faisait de mal à personne, il s'est fait massacrer. Et c'est pareil au niveau des juifs, certainement. Il y en a qui ont eu le temps d'émigrer en Amérique ou ailleurs, et puis les petits sont restés là, ils ont fini dans les camps. De toute façon, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, si vous vous rappelez le film Le Grand Bazar avec Roger Hanin et Marty Lalonga, lorsque l'Algérie obtient son indépendance, il y a un musulman qui rentre dans la boutique de Roger Hanin, il dit voilà, je vous achète votre boutique. Et Roger Hanin fait mais ça vaut beaucoup plus que ça. Et le musulman le regarde et dit c'est vous qui choisissez. Et là, il n'avait pas le choix. Je veux dire, il fallait qu'il vende sa boutique parce que les musulmans allaient lui prendre de toute façon. Donc, Alors, dans mon histoire, dans les années 30, on voulait exiler les Juifs, mais pas de force. Au départ, la mission franco-polonaise, ils voulaient les envoyer là-bas, mais de leur plein gré, en leur faisant miroiter les richesses de Madagascar ou même d'autres pays d'Afrique française, francophone. Et ils leur disaient, mais allez-y, vous allez avoir une nouvelle vie. Ici, vous êtes l'objet de la haine des Européens. On vous traite de sales juifs, on veut vous supprimer vos boutiques. Et puis finalement, voilà, si ça s'était fait comme ça, on peut se poser la question. Ouais. Puis il y a une technique aussi qu'on trouve dans la manière dont on a manipulé finalement l'opinion depuis les années 30 jusqu'à l'arrivée d'Hitler et après, et qu'on retrouve encore de nos jours. C'est la phrase bien connue, la grenouille qu'on trempe dans l'eau froide, comme ça elle s'aperçoit pas que ça chauffe petit à petit. Si on la trempe dans l'eau bouillante tout de suite, elle va s'en aller. Mais là, on la trempe petit à petit, elle s'aperçoit pas que l'eau bout, et quand l'eau bout, elle est morte dans l'eau. Et c'est ce qu'on a fait avec les Juifs un petit peu dans les années 30. On a commencé par dire, vous pourrez plus être fonctionnaire. Et puis après, on leur a dit, il faut mettre une étoile sur votre boutique. Et puis après, on leur a carrément cassé leur boutique. Et puis après, on les a mis dans des wagons. Voilà. Et c'est quelque chose qui existe encore de nos jours. Cette méthode de la grenouille qu'on fait cuire à petit feu. Et on s'en aperçoit même dans pas mal d'événements récents, mais enfin voilà. Je vais pas commencer une polémique là-dessus. Mais alors, c'est vrai que ce problème des Juifs, ça a été ça a continué même après. Ça s'est pas arrêté avec la guerre. Voilà ce que je. Non, puisque après, qu'est-ce qu'on a. Après. Voilà. C'était pas été à Madagascar. Madagascar n'a peut-être pas été accepté. Alors dans mon histoire, ça se termine finalement. Oui. Ils vont à Madagascar. Mais supposons, là, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on les a envoyés, tout au moins les survivants, on les a envoyés en Palestine. Et alors, on a beau dire, oui, mais alors, c'était des nomades, les Palestiniens, un peu comme les Algériens, c'était des nomades, donc on peut envahir le pays, ça les dérangera pas. Non, c'est pas si simple que ça quand même. Oui, puisque même jusqu'à de nos jours, on est encore dans cette rivalité entre la Palestine et Israël. À la bande de Gaza. Oui. Et ça n'en finit pas, ça n'a jamais fini, c'est la guerre depuis des décennies. Et de toute façon, ça va continuer puisque l'Israël doit s'agrandir, ils ont besoin de territoire,
et il ne peut prendre que chez le voisin. Donc, je sais pas, enfin... Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. En tout cas, là, c'est un livre, c'est un peu... Tu parlais de la rue des 40 euros. Oui, oui. Là, la différence, c'est que, bon, la rue des 40 euros, c'est une enquête qui est faite sur le vif. Sur le vif, oui. Ah, oui. Exactement. J'ai été voir comment ça se passait. Alors que là, bon, bah, c'est une période passée. Et par contre, je me suis énormément documenté sur Internet, donc, et j'ai lu des livres sur Madagascar que j'ai trouvés à la médiathèque, un peu partout. Est-ce que vous connaissez cette région autour de Tana? Et j'y ai été en tant qu'agent de voyage seulement, donc du tourisme. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller chez l'habitant, approfondir. Et là, quand tu fais des voyages organisés, tu peux pas. Non. Donc, c'était du tourisme. Non, j'ai vraiment découvert Madagascar à travers, finalement, ce que j'ai lu par la suite, plus que par les voyages eux-mêmes. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que sur Internet, on trouve aussi beaucoup de choses. Des choses justes, mais aussi des choses... Oui. Faut trier. Là, j'ai choisi mes sources. Hein. Tu as quand même là-dedans des sources de... Il y a des sites qui sont formidables, hein, qu'il faut quand même... C'est la revue Historia. Il y a aussi un site sur Internet, justement, où j'ai trouvé Eric Géning, et c'était Perspective sur la colonie française de Madagascar. C'est en anglais en plus, hein. Ah oui, ça m'a entraîné pour mon anglais. Madagascar Project, donc un livre d'Alain Bled. On rappelle donc éditeur l'Éclipse du Temps. Alors l'Éclipse du Temps, à la base c'est une association qui s'appelle l'Intelligence aux pieds nus. Donc l'Éclipse du Temps, c'est l'émanation de cette association. Elle est dirigée par Arnold Jacou. Et alors leur principe, c'est associatif. Hein. Ouais. C'est uniquement, quand ils ont gagné un peu d'argent avec un bouquin, ils en sortent un autre. Alors il y a les livres de Jules Bénard, ceux d'Arnold Jacou et quelques autres, dont on en avait déjà parlé, le livre de Dominique Gontier que j'ai écrit avec lui, L'enfant jeté, et puis Madagascar Project maintenant, toujours à l'Éclipse du Temps. Merci Alain Bled pour toutes ces informations et surtout pour nous avoir présenté ce livre. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, j'espère, pour autre chose. Non. Merci, c'est sincère. Merci Koulsoum, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Koulsoum, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.